Je suis avec Frédéric Rouvière, qui est professeur à Aix-Marseille Université, et on va parler de droit, de théorie du droit, qu'est-ce que c'est que le droit, ce genre de choses-là. Oui. Pour commencer, qu'est-ce qui, selon toi, distingue en fait la fac de droit ou l'étude du droit, je sais pas, de l'étude des autres sciences ou des sciences sociales? Pour toi, c'est quoi qui te choque le plus comme principale différence? La principale différence, ce qui me choque le plus, déjà, je dirais que pour moi, le droit, ça reste une science sociale au sens large. Mais je pense que le droit, c'est qu'on a du mal à le positionner par rapport à d'autres sciences sociales qui sont plus expérimentales. Par exemple, la psychologie cognitive, où vraiment il y a un aspect empirique fort. Et que le droit, on a du mal, du coup, comme il se rapproche plus pour moi de la philosophie ou des lettres, dans ses méthodes et dans sa manière de penser, on a plus de mal à voir ce que c'est sa spécificité. D'accord. Parce que du coup, forcément, comme en lettres, on est face à un texte, à la rigueur, comme en théologie, il n'y a pas beaucoup de facultés de théologie en France, mais je veux dire, si j'élargis le propos, comme en théologie aussi, on est face à un texte, et comme en philosophie, la plupart du temps, en fait, on est face à des textes. Et donc, du coup, en droit, on est face à des textes, et on les interprète. En philosophie, on interprète, en lettres, on interprète, en théologie, on interprète, donc du coup, est-ce que le droit, il est vraiment si spécifique que ça, puisque dans tous ces autres domaines, en fait, on interprète. Okay. Et donc, du coup, je pense qu'il a le droit, il a du mal à trouver sa place pour ces deux raisons-là, parce que clairement, on n'arrive pas à lui trouver une méthodologie, en fait, empirique, qui pourrait l'identifier avec un objet propre, une méthode propre, comme par exemple les psychologues, ils ont réussi à le faire, on va dire dans les années 60-70, lorsque les facultés de psycho ont émergé. Et d'un autre côté, finalement, le fait de l'assimiler aux disciplines là, que je viens de citer, c'est-à-dire les lettres, la théologie et la philosophie, ça semble le dissoudre en fait, dans les humanités. Et donc lui faire perdre en fait, sa consistance propre. Pour moi, c'est pour ça qu'il a du mal à se situer. D'accord. Pour toi, dans l'enseignement du droit en plus particulier, qu'est-ce qu'il y a encore de spécifique à l'enseignement du droit par rapport à enseigner une science Alors je pense que déjà il faut faire une différence selon les époques, parce que le droit n'a pas toujours été enseigné de la même manière. Vas-y, parle-moi ça. Alors, par exemple, typiquement, en fait, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il y a la redécouverte, déjà, ce qu'on sait, c'est qu'à Rome, en fait, on avait l'équivalent des manuels, donc c'était des instituts, et donc principalement, le droit, il s'apprenait sur le tas. Mais finalement, ce qui est encore le cas en fait, aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, une grosse partie de la formation des juristes, elle se fait dans les gros cabinets d'avocats, et finalement, ils font le droit après la graduation, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je veux dire, ils ont déjà un diplôme. Grad school, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, en gros, le droit, ils font que 2 ans de droit. Donc, en fait, Ouais. ils partent plus d'une autre culture avant en fait d'aborder le droit, et en fait ils se forment beaucoup à la pratique. Donc on pourrait dire que le droit romain ça ressemble à ça. Quand le droit romain en fait il a été redécouvert autour du 11e, 12e siècle, donc en Italie puis en France, le droit il était enseigné à même le texte, c'était des interprétations, mais c'était les grammariens de toute façon en fait qui enseignaient le droit, donc c'était vraiment là du coup un art de l'interprétation grammaticale qui se rapprocherait quasiment en fait peut-être de la linguistique en fait moderne. Bon, bien sûr, c'était pas la linguistique moderne à l'époque, mais je veux dire dans l'idée. Mais donc c'était des grammariens, donc des personnes en fait qui connaissaient les textes. Et ce qui est frappant en fait dans l'enseignement du droit, c'est que il n'a jamais fait l'objet en fait d'une théorie ou d'une théorie et d'une conscience explicite de son propre enseignement. C'est-à-dire que c'est souvent en fait des praticiens qui précisément expliquaient eux comment ils résoudraient le cas. Donc finalement, le droit, il était plus exposé sous forme de cas pratiques, de problèmes d'interprétation à partir de cas concrets, que comme en fait quelque chose de vraiment systématisé, de très construit. Et l'exposition en fait du droit, comme on le connaît depuis le XXe siècle, c'est-à-dire sous la forme de manuels, avec une structuration très forte qui va du général au particulier, ça c'est une structure très récente. C'est Aubriero des exégètes, donc du XIXe siècle, qui parmi tous les exégètes sont influencés par la doctrine allemande qui est systématique et qui elle-même en fait est une doctrine qui a tenté de systématiser le droit romain. Et en fait aussi ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi une influence de la théologie allemande, notamment de Schleiermacher. Et Schleiermacher en fait il crée dans le domaine théologique le concept de dogmatique, c'est-à-dire qu'en fait on part d'idées pour exposer ce qu'est en fait la foi.
de l'Église. Et finalement, c'est ce mouvement de dogmatique juridique qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'en fait, en droit, en fait, on part d'idées qu'on considère comme vraies, par exemple, le contrat est un accord de volonté, ou le patrimoine, c'est une universalité de droit où l'actif est répondu passif. Donc ça, on ne le prouve pas. On part de cette idée, et à partir de cette idée, en fait, on expose le droit positif, comme si c'était une nécessité. Et pour moi, ce qui marque tout l'enseignement du droit au XXe siècle, c'est le passage à cette forme d'exposition systématique, qui en réalité est une forme d'exposition qui ne se différencie pas fondamentalement de l'exposé dogmatique de la foi. Mais sauf que là, c'est dans le domaine laïque, en quelque sorte. Et Kant faisait déjà le lien entre les facultés de droit et les facultés de théologie. Bien sûr, bien sûr. sûr. C'est un vieux... oui, c'est ce qu'on appelle le conflit des facultés, et c'est effectivement un vieux conflit. C'est le fait de savoir... on sait que depuis Kant, pour qu'on ait en fait une véritable connaissance, il faut que les concepts, il faut qu'ils soient synthétiques. Donc forcément, c'est a posteriori, sauf pour les mathématiques, c'est la démonstration de la critique de la raison pure. Et que donc du coup, c'est pour ça que Kant est aussi critique envers le droit, puisque précisément, en fait, en droit, on peut pas faire de jugement synthétique a posteriori, ni a priori, parce qu'on n'est pas les mathématiques. Donc du coup, on ne crée pas de connaissances. Donc forcément, on pourrait classer le droit de ce point de vue-là dans une forme de rhétorique. D'ailleurs, il y a aussi... moi, j'avais lu très récemment un texte, alors je ne me souviens pas de tête de la citation, mais c'était Husserl. Husserl disait que pour lui, la différence entre la science et la rhétorique, c'est que dans la rhétorique, on partait du résultat. Et donc, en fait, on sait déjà ce qu'on va démontrer, et on l'appuie par des arguments. Donc, on peut démontrer, en fait, un article de foi, on peut démontrer une idée politique en laquelle on croit, et on va l'appuyer par diverses sortes d'arguments. Donc lui, pour ça, il dit ça, c'est de la rhétorique, mais c'est pas de la science. Il dit dans la science, en fait, on part pas d'une idée, on cherche la vérité. Donc précisément, si on cherche la vérité, on va éventuellement réformer ces idées. Donc là, par exemple, dans le droit, ça serait partir d'une jurisprudence, par exemple, et essayer de comprendre quels arguments ont pu motiver... qu'ils soient explicites ou pas, c'est ça alors ça, déjà, partir de la jurisprudence, pour moi, aujourd'hui, et comprendre les arguments qui pourraient le justifier, déjà, je trouverais que ce serait une bonne démarche, mais qui, à mon avis, n'est pas la démarche actuelle. La démarche actuelle, c'est plutôt qu'en fait, on part d'un dogme, d'où la dogmatique juridique, donc on part d'une idée, et c'est à l'aune, en fait, de cette idée qu'on juge la jurisprudence. D'accord, et qu'on la critique. Donc c'est la démarche inverse, en réalité. C'est la démarche inverse. C'est la démarche inverse. Et donc, du coup, en fait, ce qui serait révolutionnaire pour moi en droit, c'est qu'on ait en fait une théorie de la construction des concepts juridiques. C'est-à-dire que, par exemple, Aubriero nous disent le patrimoine, c'est une universalité de droit où l'actif répond du passif. Bon, c'est eux qui ont construit le concept, d'accord, ok, mais qu'est-ce qui fait que ce concept, il est meilleur que l'ancien concept de patrimoine, où le patrimoine n'était pas compris comme une universalité de droit, mais était compris comme on le comprend dans le sens commun, c'est-à-dire simplement comme la réunion de tous les biens en fait, d'une personne. Qu'est-ce que ça a apporté la construction de ce concept et quelles sont aussi ses limites? Et surtout, de toute manière, il y a une question qu'on ne se pose jamais en fait en droit, c'est quel est le rôle exact des concepts juridiques? Car en fait, à quoi ils servent en dehors, j'allais dire, de la fonction d'exposition du droit? C'est sûr qu'en fait, ils ont une fonction d'exposition du droit. Mais si franchement, les concepts, ils n'ont qu'une fonction d'exposition du droit... Alors c'est quoi des catégories ça en ferait des catégories dans une encyclopédie en gros, juste dans lesquelles on mettrait les articles. Voilà, exactement. Ce serait comme des catégories dans une encyclopédie ou ce serait comme un système d'étiquetage en fait de bibliothèque. Ce serait par exemple comme une classification des livres en fait de manière thématique. Alors c'est vrai que les encyclopédies juridiques elles ressemblent à ça. Elles ressemblent beaucoup à ça. C'est des classifications thématiques. Bon, mais on va dire que moi je pense que les concepts juridiques c'est plus que ça. Mais la question qui se pose c'est est-ce qu'ils jouent un rôle en plus? Parce que du coup ce rôle forge la façon dont pensent les futurs avocats, la façon dont pensent les magistrats. Exactement. C'est-à-dire est-ce qu'ils forgent et surtout quel est leur rapport par rapport au droit? C'est-à-dire est-ce que les concepts juridiques ils permettent d'analyser un objet qui s'appelle le droit? Ou est-ce qu'en droit, réellement, il n'y a pas d'objet et que les concepts, que le droit est interne à ces concepts? Est-ce que tu peux me prendre un autre exemple, tiens, comme ça, de concepts juridiques? De concepts juridiques? Pour qu'on voit un peu comment ce truc s'applique, quoi. Alors, on va dire que, prenons par exemple le cas, un débat très, très connu, en fait, qui est celui de la personnalité juridique des sociétés. Quelque chose de fondamental. Bon, si en fait on se dit le droit il porte sur un objet, mais en fait dans la réalité il n'y a pas de
il n'y a pas de personne morale, forcément, c'est la boutade. Avez-vous déjà déjeuné avec une personne morale? Bon. Ouais. Ce à quoi on répond, hein, c'est la suite de la boutade. Certes, je déjeune pas avec une personne morale, mais à la fin du repas, c'est elle qui paye l'addition. Bon. Donc, avez-vous déjà déjeuné avec une personne morale? Donc, elle n'existe pas, non. Donc, du coup, et donc ça, c'est une des critiques réalistes. Au sens du réalisme juridique américain, des concepts juridiques, en disant mais non, les concepts juridiques, ils ne renvoient pas en fait à des entités dans le réel. Donc ce sont des mots creux. C'est exactement la même chose d'ailleurs dans le réalisme scandinave avec Alfros. Il dit non mais il y a aucun référent en fait dans le réel, donc c'est des mots creux. Bon, en revanche, si j'adopte en fait l'autre point de vue et que je me dis bon, ok, je pose en principe que de toute manière, la personne morale n'existe pas dans la réalité. Donc là, en fait, on voit qu'on est encore dans le débat là, de tout à l'heure sur le droit, est-ce que je le rattache aux sciences empiriques ou est-ce que je le rattache en fait plutôt à des théories du discours, type lettres, théologie et philosophie. Parce qu'elle existe dans le discours, en revanche. Oui, voilà, exactement. Voilà. Elle existe dans le discours. Alors, une fois qu'elle existe dans le discours, la question c'est de savoir, bon, elle existe dans le discours, c'est un énoncé, elle a un rapport avec d'autres énoncés dans le discours. Et donc, comment, en fait, elle agit, elle fonctionne dans le discours. Ouais. Et donc, pour moi, du coup, une théorie du droit, aujourd'hui, c'est une théorie du droit qui comprend le rôle des concepts d'un point de vue interne au droit. C'est-à-dire que, ou plus exactement, le fait de dire que le droit est interne à ses propres concepts. C'est-à-dire que c'est précisément parce qu'il n'existe pas d'objet qui soit spécialement juridique que le droit peut se saisir de n'importe quel objet, puisque c'est un discours. Ou, on va dire, allez, pas dire un discours, on va dire... c'est un discours, mais pour proposer en fait un autre angle d'attaque, on va dire c'est un modèle d'interprétation. Donc si c'est un modèle d'interprétation, on va dire une méthode d'interprétation ou une certaine structure cognitive pour se saisir en fait d'objets qu'on construit soi-même. Par exemple un conflit de voisinage et on doit se saisir en fait à partir du droit de ce qui se... Oui. On doit le voir en fait d'une autre façon. C'est ça que tu veux dire ou pas? Exactement, exactement. Tu vas voir un événement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, ce que je dis souvent en fait aux étudiants, pour simplifier ça dans une formule pédagogique, je leur dis le but du droit est de transformer les conflits en litiges. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Donc du coup, parce que ça vient du droit romain, la res litigosia, en fait, c'est la chose à propos de laquelle en fait on se dispute. Donc l'idée, c'est de reformuler les conflits sociaux dans des catégories plus rationnelles, articulées de manière rationnelle. Le but étant, c'était un truc que j'avais compris dans nos discussions. Le but étant, à la fin, d'appliquer la règle de justice sur... traiter les cas semblables de façon identique. C'est ça le but. Voilà, parce que si on a besoin, non, c'est pas ça. Alors ça c'est ce que je pensais effectivement il y a déjà quelques années. Dis-moi comment tu as évolué. J'ai évolué parce qu'en fait, au début, je pensais que le but du droit, effectivement, c'était de traiter les cas semblables de façon identique. Mais en fait, quand j'ai rouvert des ouvrages de philosophie du droit, et notamment les ouvrages de Michel Villet, qui est un juste naturaliste bien connu, en plus très marqué de manière idéologique, puisqu'il était catholique, de droite, donc en fait, j'allais dire, son droit naturel était aussi dans la lignée en fait de sa pensée personnelle et de sa pensée de foi. Il explique que on est juste naturaliste dès qu'on commence à se poser la question de la finalité du droit. Et donc je me suis dit, non, en fait, c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Donc je me suis dit, le but du droit, parce que on peut dire que le but du droit, c'est la justice au sens substantiel, mais moi je pourrais dire que le but du droit, c'est la justice au sens méthodologique. Mais finalement, je mettrais toujours en fait un but au droit, c'est-à-dire une finalité qui est extérieure au droit. Donc en fait, c'est juste la rationalité en fait qui caractérise le droit, c'est ça? Exactement. Il se veut rationnel. Il se veut rationnel, et justement, comme il est rationnel, la règle formelle de justice, qui est traiter les cas semblables de façon identique, moi, ce que j'ai découvert, c'est que elle est ultra connue, c'est-à-dire que les premières occurrences, c'est chez Cicéron, en latin, bien sûr. C'est repris par tous les philosophes, c'est-à-dire qu'on le retrouve chez John Rawls, on le retrouve chez les grands philosophes du droit du XXe siècle, qui sont Hart, qui sont Dworkin, ça y est, même chez Kelsen. Donc en fait, c'est une règle qui est connue, qui est intuitive. Perelman, en fait, il en parle aussi comme étant un argument. Sauf que moi, j'ai croisé cette problématique avec la philo, notamment avec Kant, dont on parlait tout à l'heure. Et chez Kant, il y a ce qu'on appelle les conditions de possibilité de l'expérience. Bon. Et pour moi, la règle de justice, c'est une condition de possibilité du discours juridique. Donc c'est quelque chose, en fait, qui est une règle constitutive du discours juridique. C'est une règle de grammaire du discours juridique. Et donc, c'est cette exigence structurelle qui va transformer
Du la coup, manière... il faut qu'il y ait des cas, il faut qu'il y ait faut tout qu'il ça. y ait Voilà. donc on transforme les faits en cas, Ouais, précisément, et parce qu'on les transforme en cas, ils vont être réitérables. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, du moment où ils sont réitérables, ça veut dire que les décisions passées vont peser en fait sur l'avenir. Et d'ailleurs là, je le dis au passage, ça permet de donner un très bon critère de distinction avec le politique. Ouais, c'est ça. Alors j'allais en venir là justement. Oui. Donc, comment tu expliques, si tu veux, tu vois, il y a cette vision très simpliste du droit que j'avais moi au début, hein, qui est un peu la vision marxiste, tu vois, du droit comme juste un reflet des rapports de force et puis rien d'autre. Ou alors la vision le droit c'est que de la politique ou le droit. Et tu m'as fait comprendre que c'était plus que ça. Oui, alors, et donc du coup comment tu peux... Alors ce qui est très intéressant sur le marxisme, là, franchement, j'arrive pas à me souvenir du nom de l'auteur, mais c'est une femme en fait allemande qui est dans un courant néo-marxiste, qui a écrit justement, qui a fait une critique interne du marxisme sur le droit. C'est Sonia Buckel, je crois, mais sous toute réserve, qui explique qu'en réalité, même si le droit il appartient à la superstructure, il a ceci de si particulier que même les personnes qui appartiennent à la superstructure sont obligées de le respecter. Et ça, elle dit c'est quand même très étrange que même les puissants ont besoin de formuler leur rapport de force en fait dans le droit. Mais en fait, elle, sans le savoir, ou alors peut-être elle le sait, mais du moins elle le cite pas dans cet article, elle reprend en réalité une remarque de Foucault dans l'ouvrage, alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Histoire de la sexualité, où il parle des dispositifs. Je me souviens jamais, voilà. Et c'est dans celui-là, en fait, où il dit que que les rapports de pouvoir s'expriment dans la forme du droit. Et que ça lui paraît, en fait, tout à fait, lui aussi, tout à fait particulier, parce que, bon, Foucault, il est quand même aussi influencé par le marxisme. Bon. Donc ça, c'est le premier aspect du point de vue marxiste. Alors, le deuxième aspect, pour distinguer, en fait, le droit et la politique, c'est que précisément, la politique ne suit pas des précédents. C'est-à-dire que ce serait complètement absurde de dire à une assemblée légiférante, puisque vous avez voté cette loi il y a 5 ans, vous êtes tenu par votre loi d'il y a 5 ans. Je veux dire, voilà, ce serait complètement anti-politique, anti-évolution, etc. Parce que la politique, c'est un principe de changement. Alors que le droit, pour moi, justement, la règle formelle de justice transforme les décisions politiques en précédent, et donc assure en fait une stabilité dans l'application des règles. Parce qu'on doit traiter les cas semblables de façon identique. Et donc précisément, tant qu'on ne change pas les règles, politiquement, qu'on ne change pas en fait donc les prémices du raisonnement, qu'on ne modifie pas la loi, du coup, on est obligé normalement de s'en tenir en fait au précédent. Et donc, pour moi, tous les courants qui voudraient modifier les règles, modifier les solutions parce qu'ils les considèrent comme sous-optimales, en réalité, ils ont une vision politique du droit, c'est-à-dire qu'ils considèrent que le juge doit prendre une part de responsabilité politique dans l'adaptation du droit dans la société. Mais le droit n'a pas été conçu pour ça, parce que précisément, pour moi, c'est ce qui fait la différence entre un organe politique et un organe juridique. Tout à fait. Et c'est que sinon, à ce moment-là, on ne voit pas à quoi servent en fait toutes les structures propres au droit, quoi. Exactement. Et moi, je pense qu'il faut... moi, je suis obligé de le citer, parce que là, je ne l'ai pas encore cité, mais je crois qu'il faut citer Aldo Schiavone, qui est un Italien, donc qui a écrit Ius, l'invention du droit en Occident. Et moi, franchement, je recommande la lecture. Le bouquin est très, très épais, mais la lecture que du premier chapitre, qui fait 30 pages, suffit. Et en fait, il explique que, précisément, le droit a été inventé pour ne pas faire de la politique. Parce que j'ai l'impression que cette remarque, elle vient, si je veux retracer comment moi j'étais convaincu au début de ce genre d'argument et les gens dont j'ai vu que c'était convaincu de cet argument, je crois que ça vient du fait que quand on regarde l'application du droit, on peut être choqué que, par exemple, tu vois, on va dire la justice pénale, elle est beaucoup plus sévère envers les gens qui sont également dominés dans d'autres aspects de la vie politique, etc. Et donc, du coup, on a l'impression que parce que ça ne renverse pas
la politique, c'est comme si c'était la politique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Tu vois, c'est un peu radical. C'est en gros, on se dit, alors c'est comme si les riches pouvaient voler sans qu'il leur arrive rien. Alors, tu vois, ce qui est pas la même chose. Oui, mais voilà, non, c'est pas la même chose. Bien sûr, voilà. mais ce que tu dis là, en fait, est très important parce que ça montre quoi? Ça montre que effectivement, le droit, ça reste quand même un instrument en fait au service des puissants. Ouais. Mais et le mais en fait est important, mais et c'est comme ça qu'ils se légitiment, ils légitiment leur puissance en fait en la formalisant, mais du coup ils sont malgré tout contraints en abandonnant quelque chose. En abandonnant quelque chose, voilà. Alors, du coup on va dire qu'ils restent quand même puissants, ils restent quand même des dominants, ils instituent quand même des normes, mais ça il en parle Foucault, enfin il en parle pas de manière approfondie, mais c'est une manière en fait de faire accepter l'exercice d'un pouvoir en le rationalisant, en lui donnant une certaine forme, en le dépersonnalisant. Et d'ailleurs, typiquement, je crois qu'un très bon exemple qu'on peut prendre de cela, de la proximité du droit et de la politique, c'est le droit administratif. Parce qu'il y a quand même une question tout à fait classique de droit administratif que les administrativistes connaissent beaucoup mieux que moi, c'est la question de savoir si juger l'administration, c'est encore administrer. Et donc, du coup, si juger l'administration, c'est encore administrer, ben, c'est pas appliquer du droit. C'est administrer. Oui, ce qui voudrait dire concrètement que quelconque besoin de gestion administrative pourrait interagir en fait avec les règles précédentes. Voilà. Donc, du coup, en fait, ça veut dire que le précédent n'en tient pas forcément compte. Ce qui veut dire que du coup, voilà. Et du moment en fait où on va tenir compte du précédent, du moment en fait où on va tenir compte en fait des hiérarchies, ça veut dire que ce ne sont pas simplement des critères d'opportunité. Parce qu'en fait, on a besoin de prendre telle mesure. Ça veut dire du coup, c'est qu'en fait, la juridicité, c'est une sorte d'équilibre entre un coût et un bénéfice, quoi. Ça, il y a un bénéfice pour le pouvoir à être légitimé par sa juridicité, et il paye un coût. Et il paye un coût, complètement. Et donc toute la question est de savoir combien les deux vont aller ensemble. C'est-à-dire que, complètement. Et les théories qui rejettent le plus la spécificité de la juridicité sont aussi celles qui pensent que le pouvoir est le moins légitime aussi. Ça va avec le... Plus tu penses que le coût est bas, plus tu penses que le bénéfice devrait être bas. Oui, tu vois, qu'il y a moins de raisons de le respecter. Non, c'est ça. Ça, je sais pas parce que j'ai pas fait de recherche spécialement là-dessus, mais disons que oui, ce serait conforme en fait à une représentation du droit comme un prolongement de la puissance. Ouais, c'est ça. Mais si le droit n'était qu'un prolongement de la puissance, parce qu'en fait, il y a aussi une vraie question, c'est comment ça se fait qu'en tant que sphère de pensée, qui se prétend autonome, pas dit qu'il était autonome, mais qui se prétend autonome, comment ça se fait en fait que ça subsiste depuis le droit romain? Non, mais la thèse est trop radicale. C'est pas possible qu'il y ait aucun coût. C'est pas possible qu'il y ait aucun coût. Il y a forcément un coût. Un coût. Oui, pour le pouvoir, être encadré dans le droit. Ah oui, il y en a un. Non, mais bien sûr. C'est trop radical. Ça peut pas. Mais en revanche, c'est un axe de questionnement, tu vois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des gens qui avancent quelque chose sur un cas précis, on peut leur répondre non, là c'est politique et c'est masqué par du droit. Tu vois, sur tel ou tel cas. Alors, je pense que c'est plus un axe de questionnement. C'est un axe de questionnement. C'est un axe de questionnement, mais surtout, je reviens en fait à mon exemple du droit administratif, parce que ce qui est très intéressant au droit administratif, c'est que justement, souvent, l'application du droit peut ne pas aller dans l'intérêt de l'administration. Et donc du coup, comme en fait les juges administratifs, souvent en plus ce sont des juges, enfin je parle notamment du Conseil d'État, ils ont d'autres fonctions, c'est-à-dire ils sont dans la préfectorale ou dans les cabinets, ils connaissent aussi l'envers du décor, donc ils savent pourquoi on prend les décisions, comment on les prend, donc en fait ils sont sensibles en fait à l'opportunité. Et donc c'est la raison pour laquelle l'argument de l'intérêt général, il vient souvent en fait comme un argument qui vient défaire les précédents, c'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne comme une exception permanente. En disant, bon, ok, là, on va changer les précédents parce que, donc, ok, par exemple, alors je prends un exemple, ok, le retrait d'un acte administratif, il est rétroactif. Non, mais là, ça peut pas être rétroactif, donc là, on va changer. On va créer une nouvelle distinction. Mais, alors, c'est clair que ça crée une solution pour le cas, mais du coup, du point de vue du droit, ça crée une distinction et donc ça recrée une possibilité d'argumenter rationnellement à partir de deux précédents. Voilà, et il y a tout ce travail en fait de épistémologique, de constitution d'un savoir des cas, d'une base de cas et qui influence l'argumentation et la façon de penser les problèmes. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Parce que du coup, on pense les problèmes par rapport à un stock de cas, c'est-à-dire un stock d'arguments possibles. Et ça paraît naïf que de se dire que tout ça peut juste revenir exactement au même que si on n'avait pas tout ce stock de cas, etc. Et que c'était ça paraît. C'est naïf, et c'est d'autant plus naïf que dans la théorie de la justice,
John Rawls, en fait, il explique que traiter les cas semblables de façon identique, il dit ok, c'est purement formel, c'est pas un critère de la justice. Il dit le problème, c'est que n'importe quel état de droit qui s'écarterait en fait de cette règle ne serait plus crédible. Ah oui, parce qu'il y a la question des bénéfices à côté. Voilà. Et donc, il serait plus crédible. Donc c'est le problème de la légitimité. Ouais, c'est ça. Et le problème de la légitimité, ce qui est très intéressant, c'est que la légitimité, c'est créé sur la même racine en fait que la loi. Ouais, donc en fait l'idée c'est que je pense qu'on peut comme souvent avoir tendance à basculer sur une vision trop radicale de quelque chose quand une explication n'est pas complète, on a tendance à croire qu'elle est fausse. Alors que tu vois, c'est pas parce que le droit n'élimine pas le politique qu'il est le politique. Exactement. Voilà. Je pense que moi, c'est ça que tu m'as fait comprendre. Voilà. Alors ça, c'est très très bien comme remarque parce que très souvent, lorsque j'explique la règle formelle de justice aux étudiants, alors c'est plutôt dans les cours de 4e année, les cours d'argumentation, et, chaque année, j'ai toujours en fait j'allais dire un contre-argument ou une objection plutôt. En fait, qui revient, ils me disent, et les revirements de jurisprudence. Regardez, c'est faux, parce que si on traitait tout le temps les cas semblables de façon identique, il n'y aurait pas de revirement de jurisprudence. Et là, donc, ça appuie complètement ta remarque. Et là, je leur dis, mais attendez, combien il y a de revirements de jurisprudence ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un phénomène central du droit ou résiduel ? Bon, déjà, les revirements de jurisprudence, c'est résiduel, c'est-à-dire que la majorité des cas, en fait, en droit, ils ont une certaine stabilité. Et surtout, je leur dis, comment vous savez que c'est un revirement de jurisprudence ? Précisément, parce qu'on n'a pas traité les cas semblables de façon identique. Donc, ce qui vous choque précisément, c'est la rupture de la stabilité dans l'application des cas. Et donc, du coup, le droit vous permet par contraste de qualifier à partir de quel moment on a pris une décision politique. Et donc, la notion même de revirement, en fait, elle apparaît parce que c'est juridique. Et c'est le droit qui permet par contraste de montrer ce qui est politique. Oui, d'accord, ok. Voilà. Et donc, du coup, ce qui est très intéressant dans cette façon de penser, c'est que le droit permet de désigner les applications politiques du droit. Tout à fait. Et on a souvent tendance après à prendre l'exception comme étant le paradigme. Exactement, exactement. Alors que c'est un cas résiduel. Bon, très bien, écoute, je te propose qu'on s'arrête là pour la première fois. Oui, ça, c'est déjà pas mal.